Si j'ai décidé de faire un vlog, c'est tout simplement parce que j'ai l'impression que sur le YouTube français, il n'y a pas énormément de personnes qui font ce qu'on appelle des studios vlogs, ou du moins, je fais peut-être hyper mal mes recherches. Yes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans ce format parce que c'est un format que je voulais faire depuis maintenant quelques mois. J'y réfléchissais de plus en plus. C'est un format dans lequel on va revenir sur mes premières vidéos YouTube et on va revenir sur les studios vlogs. C'est-à-dire que j'ai créé cette chaîne YouTube il y a 5 ans et il y a 5 ans, j'ai commencé, ou même plus tôt encore, il me semble, oui, 5-6 ans. Et j'ai commencé à documenter ma vie en tant que freelance. Et j'ai notamment fait ça via des formats qui sont aujourd'hui très populaires et qui l'étaient un peu moins à l'époque, le studio vlog. Et j'avais envie de revenir là-dessus afin de pouvoir questionner des réflexions que j'ai pu avoir à ce moment-là. Et potentiellement mettre ça en parallèle avec les questionnements actuels, mais également pourquoi est-ce que j'ai pu penser de cette façon à ce moment-là. Par quoi allons-nous commencer? On va commencer par le contenu freelance que j'ai pu mettre en avant à ce moment-là. Une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de documenter ma vie en tant que freelance à ce moment-là, c'est que je trouvais qu'on manquait de ressources par rapport au milieu de l'illustration. C'est vrai que maintenant les choses ont quand même relativement évolué. Il y a énormément d'illustratrices qui sont sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de contenu gratuit. Mais comparé il y a 5 ans, c'était pas du tout le cas. C'est vrai que c'est ouf quand même comment les choses ont pu évoluer au cours des dernières années. Je suis trop contente qu'elles aient évolué dans ce sens. Mais à cette époque-là, il y avait vraiment très peu de contenu gratuit. Et il y avait très peu d'illustratrices, voire pas du tout en France, qui faisaient des contenus comme j'ai pu le faire à ce moment-là. Et c'était pour cette raison que je me suis dit, bah tiens, je me lance. Je sais pas trop vers où je vais, je sais pas trop comment le faire, mais je me suis dit, en faisant ça de façon publique sur Internet, ça permettra justement d'attirer des gens qui sont dans la même situation que moi et de créer un peu cet esprit communautaire afin de pouvoir s'échanger des idées, afin de pouvoir s'échanger des ressources et d'un point de vue général, tout simplement me faire épauler parce que faut savoir que lorsque tu es artiste, alors peut-être qu'aujourd'hui les choses ont évolué, mais moi ça fait maintenant 7 ans que je suis freelance. Lorsque je me suis lancée il y a 7 ans, personne ne savait, je veux dire au niveau des institutions, personne ne savait quel statut te donner par exemple en fait. Donc j'étais complètement larguée et je me suis dit peut-être que grâce à Internet je peux trouver des gens qui sont dans cette dynamique. Il faut savoir que vu qu'à cette époque il y avait très peu de ressources autour de l'illustration, il y en avait par contre beaucoup autour de l'auto-entrepreneuriat. Et très vite, j'ai mis un pied un petit peu dans cette sphère auto-entrepreneuriale sur les réseaux sociaux et je pense qu'elle m'a énormément influencée dans mon travail et elle m'a surtout énormément influencée par rapport à la manière dont je communiquais sur mes heures de travail sur Internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque, j'avais des journées qui étaient des journées de zinzin en fait. Et c'était une période où je mettais énormément en avance dans mes studio vlogs les horaires. C'est-à-dire que je disais que je commençais mes journées à 8h, ce que je trouve incroyable parce qu'aujourd'hui je n'y arrive plus du tout. Je travaillais facilement jusqu'à 22-23 heures et je vous mettais vraiment chaque horaire précise et ce que je faisais à chaque heure. Et c'est vrai que lorsque tu regardais mes studio vlogs, tu voyais une nana qui était hyper productive. Et j'ai été d'ailleurs beaucoup critiquée à l'époque par rapport à ça. Et c'est une des choses qui m'a le plus surpris lorsque j'ai regardé mes studio vlogs. C'était vraiment cette volonté pour moi de toujours mettre en avant le nombre d'heures que je faisais. Et je me suis beaucoup posé la question en fait, pourquoi est-ce que ça comptait tellement pour moi de faire ça à ce moment-là? Et il y a notamment un vlog, si je vous retrouve la séquence, je vous la mettrai, où je décide d'arrêter d'afficher les heures à l'écran et je suis obligée de faire une annonce en intro tellement que ça me complexait de ne plus le faire en fait. Donc j'ai décidé de tout changer et d'uniquement me consacrer sur les choses que je trouve esthétiquement plus agréables. Et ça va être le cas dans ce vlog, il y aura des passages de ma vie privée, il y aura des passages de ma vie à l'extérieur, des petits moments où je cuisine, et il n'y aura pas forcément énormément de travail. Et je pense qu'on revient à une notion que j'avais notamment évoquée dans cette vidéo, c'est tout simplement que d'un point de vue général, aujourd'hui ce qui est valorisé dans notre société, c'est la productivité et c'est le fait d'être dans l'action. Et c'est vrai que je me voyais pas en fait faire des vidéos où je montrais que je faisais rien, parce que je me disais qu'on n'allait pas valoriser mon travail et que j'allais pas être prise au sérieux d'un point de vue général. Lorsque je me suis lancée, les débuts en tant que freelance ont été assez durs d'un point de vue mental, moral, je dirais, parce que j'ai l'impression que
Mon travail n'était jamais valorisé. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre début lorsque vous êtes lancé ou même encore à l'heure actuelle, mais le fait de ne pas gagner d'argent, c'était quelque chose pour moi qui a été hyper compliqué à vivre et ça a été quelque chose qui a été très culpabilisateur. Oh waouh, j'ai un maxi doute, culpabilisant, pardon. Ça a été très compliqué pour moi de me dire que je travaillais, que je gagnais pas d'argent et j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. J'avais l'impression que ce que je faisais, ça servait à rien. J'avais l'impression que mon métier n'existait pas parce qu'il rapportait pas d'argent. Alors qu'en soi, tu peux faire des choses sans forcément qu'elles t'apportent des conséquences monétaires. Mais à l'époque, j'en ai beaucoup souffert. Une des choses pour moi qui était très compliquée, c'était qu'à ce moment-là, je sortais aussi avec quelqu'un qui avait un peu un métier concret, un métier qui parle à tout le monde. Et c'est vrai que lorsque je disais oui, mon copain, il fait ce métier, les gens à chaque fois me disaient waouh, c'est trop bien, tu dois trop avoir de la chance d'avoir quelqu'un qui fait ça. Et dans l'autre sens, jamais les gens faisaient ça. Tu sais, jamais les gens disaient oh waouh, c'est trop cool que ta copine soit artiste. Tu as trop de la chance. En fait, t'avais jamais personne qui disait ça. Et c'était très dur pour moi, en fait, de réaliser que mon métier était un petit peu mis en arrière, était un peu sous-considéré. Aujourd'hui, je me rends compte que la manière dont, déjà, les gens s'adressent à moi, la manière dont je parle mon métier a énormément évolué, tout simplement parce que je gagne de l'argent grâce à ça. Pourtant, ma pratique est fondamentalement toujours encore la même. Je fais toujours encore des vidéos sur internet, je dessine toujours encore grâce à mon iPad. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante parce que je gagne de l'argent, alors qu'à l'époque, j'en gagnais pas et je me sentais vraiment en insécurité par rapport à mon activité. Et je pense que mettre en avant cette productivité à outrance, c'était prouver aux gens, ok, je gagne pas d'argent, mais regardez, je fais quand même des choses. Et je me suis aussi posé la question si ça venait pas du fait que, d'un point de vue général, on n'aime pas les gens qui font rien en fait. Il suffit que de le voir avec notre cher président et son mépris des gens qui sont au chômage. Il suffit de le voir avec tous les gens autour de toi qui ont un vrai mépris des gens qui sont au chômage d'un point de vue général. Et la frontière est un peu mince entre le fait d'être freelance, pas gagner d'argent, et être chômeur en fait, tout simplement. Et c'est horrible parce que en fait, tu peux très bien être au chômage pour mille et une raisons et franchement, tu peux avoir un burn-out et être au chômage et prendre du temps pour toi ou tu peux tout simplement avoir envie d'une pause. Je comprends pas pourquoi on est toujours dans ce système de productivité, alors qu'en vrai, des fois, on a le droit de souffler, on a le droit de se prendre une année, on bosse pas aussi. Mais pourtant, c'est vraiment très mal vu. Et moi, je voulais pas qu'on me voie comme une chômeuse, en ce fait. Je voulais pas qu'on me voie comme quelqu'un qui ne gagnait pas d'argent grâce à son activité. Donc, j'en gagnais pas. Mais à côté de ça, je voulais prouver que malgré tout, je faisais des choses dans ma journée. Toujours un peu dans cette sphère auto-entrepreneuriale dans laquelle j'avais mis un pied à ce moment-là. Je trouvais qu'il y avait une... Alors je pense que les choses aujourd'hui ont potentiellement évolué. Je vous avoue que je suis plus du tout là-dedans. Je fais plus du tout des contenus comme ça. Mais à l'époque, il y avait une énorme mise en avant de l'argent, notamment via des personnes qui pouvaient pas s'empêcher de mettre en avant le chiffre d'affaires qu'elles avaient pu faire. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup fait complexer à l'époque. Vraiment, ça me faisait beaucoup complexer ça. J'ai tellement de choses à dire sur cette sphère. Je trouve que c'est une sphère qui est relativement toxique. À l'époque, en tout cas, elle était vraiment toxique. Peut-être que maintenant, les choses ont évolué. Et je suis désolée s'il y a des gens qui sont là-dedans et qui font du contenu par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de transparence quant aux réalités de nos métiers. Mais à l'époque, honnêtement, c'était que tout ce qui était hyper lisse en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je communiquais assez peu, je pense, sur mes difficultés au tout début, parce que dans cette sphère, en fait, personne ne communiquait dessus. Tu sais, aujourd'hui, je vois par exemple que je pouvais m'identifier à des personnes qui allaient vivre dans des pays où le coût de la vie était beaucoup moins élevé pour s'enrichir là-bas et pour ensuite se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Je me disais, tiens, moi, en tant qu'entrepreneur, j'arrive pas à avoir le même chiffre d'affaires, j'arrive pas à vivre la même vie. Mais en fait, tu peux pas du tout comparer. Ça, c'est grave, un autre sujet, mais je vais pas en parler là-dedans parce que ça n'a aucun rapport. Le néocolonialisme, c'est en train de faire péter mon crâne. Vraiment, les gens qui partent dans les pays comme par exemple à Bali pour s'enrichir et pour après faire du contenu en mode regardez comment je suis devenue riche. Bref. Mais ouais, je pense que sur internet, il faut toujours prendre du recul par rapport à ce qu'on peut consommer parce que les choses sont pas forcément comparables. Donc toute cette sphère auto-entrepreneuriale, elle avait
beaucoup influencé, je pense, ma manière de créer du contenu à ce moment-là. Et donc forcément, la suite logique, imaginez des studio vlogs où tu as un rapport très malsain à la productivité, qui sont d'ailleurs des studio vlogs qui ont été beaucoup mis en avant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai eu une mise en avant qui était assez incroyable, c'est-à-dire que je gagnais plein d'abonnés, enfin, il y avait plein de choses qui se passaient à ce moment-là. Les deux combinés, forcément, j'ai eu mes premières critiques et ça, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet aussi. Lorsque mes premiers studio vlogs ont commencé à percer, je pense qu'une des choses qui m'a le plus détruite, et franchement, je vais en parler maintenant, ça a été de voir des illustratrices que je suivais me critiquer en fait sur Twitter et ça a été extrêmement violent. Je débarquais en fait un peu sur YouTube, je débarquais dans ce milieu et j'avais énormément d'admiration pour des illustratrices qui aujourd'hui sont des illustratrices que tout le monde suit, que tout le monde connaît, et voir des gens que tu admires venir critiquer tes contenus, ça a été vraiment très dur. On m'a beaucoup reproché effectivement ce rapport à la productivité, ce qu'aujourd'hui avec du recul je peux comprendre, et on va y revenir un peu après. Il y a aussi une des raisons pour lesquelles j'étais tout en productive, le fait que effectivement il y avait une certaine forme d'esthétisme dans mes vidéos. Et surtout, ça, il y a même une illustratrice qui était venue me le commenter, le fait que j'ai un peu débarqué de nulle part et que d'un coup mes vidéos avaient plein de vues, là où il y avait d'autres filles qui avaient fait du contenu pendant des années et ça n'avait pas forcément fonctionné. Et ça, une fois de plus, je pense qu'il y a une raison toute simple à ça et c'est comme ça depuis des années, c'est juste une question d'offre et de demande en fait. En fait, ce qui a été vraiment très dur, c'était que moi j'essayais juste de faire de mon mieux et j'ai toujours eu cet attrait pour le montage à ce moment-là, cette mise en scène. Et en fait, mine de rien, ma vie elle n'était pas tant mise en scène que ça. Effectivement, voilà, dans la globalité, je travaillais beaucoup. Et pourquoi est-ce que je travaillais beaucoup à ce moment-là? C'est tout simplement que ma vie elle n'était pas jojo, les copains. J'ai jamais été aussi seule de toute ma vie qu'à ce moment-là, honnêtement. Je me souviens, tu vois, de moments qui étaient vraiment très tristes, c'est-à-dire que je n'avais rien à faire à part travailler en fait. Des fois, déjà premier fact, je n'habitais pas en ville, j'habitais dans une ville à côté d'une grande ville, j'avais pas de voiture et même si j'en avais une, j'aurais pas conduit. Je me déplaçais à vélo, je me tapais 20 km aller-retour pour aller à Toulouse, j'avais pas d'amis qui venaient me rendre visite. Je me souviens de ces moments où j'étais à vélo dans la ville et je voyais les gens qui buvaient des verres en terrasse et je me disais waouh, je rêve de ça, j'aimerais trop avoir des copains avec qui je peux boire des verres en terrasse. Spoiler alerte, je n'avais personne en fait. Et donc mon quotidien c'était ça, mon quotidien c'était bosser parce que j'avais rien d'autre à faire en fait de ma vie à part bosser, parce que j'étais profondément triste et j'étais profondément malheureuse à ce moment-là. Et pour moi ça a été très très dur de lire des illustratrices dont j'admirais le travail et dire tiens, Ectomorph, elle travaille vraiment beaucoup, c'est pas possible d'avoir une vie pareille. Et j'étais dans ce truc de ouais, mais en fait je suis juste malheureuse parce que j'ai rien d'autre à faire. Et franchement ça m'avait détruit à l'époque, je me souviens. J'ai eu une mise en avant qui a été hyper rapide et ça m'a donné accès à des opportunités très chouettes hyper rapidement. Par exemple, dans le premier studio vlog, tu apprends que je pars à Los Angeles et que j'étais invitée par Adobe, alors qu'à l'époque, les gars, je crois que j'avais à peine 4000 abonnés sur ma chaîne. Et je pense que cette mise en avant soudaine, ça n'a pas forcément plu à beaucoup de gens. Il y a eu aussi ce mépris et c'est assez marrant parce que 5 ans plus tard, ce mépris est encore toujours existant. Ce mépris de l'illustratrice / l'influenceuse en fait, ça a dérangé beaucoup de collègues que je fasse de l'influence. En fait, j'ai l'impression, et ça je sais pas si c'est uniquement dans le milieu de l'illustration, j'en parle d'ailleurs dans ce podcast, que les gens sont un peu mal à l'aise avec le fait que tu puisses jongler avec différentes casquettes. C'est-à-dire que moi, j'étais illustratrice, mais à côté de ça, je faisais aussi de l'influence et j'en fais toujours encore aujourd'hui ce que je fais. Alors moi, j'aime bien dire création de contenu, mais appelez-le comme vous voulez, en fait, création de contenu, influence. Et en fait, ça dérangeait. Ça dérangeait de se dire, tiens, Lusa, elle va potentiellement toucher des gens qui de base sont pas forcément des illustrateurs via son montage, via sa façon de faire, via les idées qu'elle va mettre en avant dans ses vidéos qui sont pas forcément des choses qui parlent d'art. Donc j'arrivais à toucher un public beaucoup plus large et j'ai été beaucoup critiquée pour ça en fait. Et ça y est, un vrai mépris en fait. Et aujourd'hui encore c'est le cas. Tu sais, par exemple, typiquement il y a quelqu'un de ma famille, lorsqu'elle a dit que j'étais quelqu'un de sa famille, elle a fait « Ah oui, Ectomorph, c'est pas une illustratrice, c'est une influenceuse. » Mais vraiment avec une certaine condescendance, en fait. Et je trouve ça ouf
ce truc de devoir mettre des gens dans des cases. Encore récemment, j'ai eu, et ça je l'ai jamais raconté et je le dirai jamais à la personne concernée parce que j'aime pas faire du mal aux gens, il y a une illustratrice très reconnue, tu vois, qui a eu des propos hyper condescendants sur des illustratrices qui font de la création de contenu. Tu sais, le type de contenu qui marche bien en ce moment, où tu vas discuter, où tu vas expliquer ce que tu peux faire. Je sais pas, comme ma copine Laura par exemple, qui va aller dans un café, qui va dessiner. Et en fait, ça déplaît encore aujourd'hui, peut-être parce que c'est des contenus populaires et que, effectivement, ça peut toucher plus de gens. Donc, je sais pas s'il y a peut-être une forme de jalousie, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant et je suis... Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve ça vraiment dommage d'essayer de mettre des gens dans des cases, en fait. Et j'ai l'impression que c'est encore compliqué et qu'il y a encore un vrai souci. Et moi, à l'époque, on me l'a beaucoup reproché, effectivement. Parce que dans mes studio vlogs, je parlais pas que de travail et je parlais notamment... de cuisine. Ça a été trop marrant parce qu'en fait quand je suis retombée sur mes vidéos YouTube, j'étais vraiment surprise de voir que je parlais énormément de cuisine dans mes vidéos parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais faire. Et d'ailleurs à l'époque j'avais aussi reçu une critique par rapport à ça de quelqu'un qui disait pareil, une illustratrice dont j'étais trop fan du travail, aujourd'hui je suis encore fan de son travail, qui avait dit Ectomorph, ouais, c'est pas possible qu'elle passe autant de temps pour cuisiner. Moi, dans la vie réelle, en tant que meuf qui bosse, je cuisine en 10 minutes, mais je passe pas 3 heures à cuisiner comme elle. Et une fois de plus, on revient à ce truc de je n'avais rien à faire dans ma vie. En fait, je n'avais pas de potes à cette époque. Aujourd'hui, grosso modo, ma vie actuelle, c'est effectivement travailler. C'est ensuite avoir des hobbies à côté, comme, je sais pas, en ce moment, je fais du sport, c'est trop cool. C'est voir mes copains, en fait. Genre vraiment, mes copains, je les adore, c'est toute ma vie. Et à l'époque, je n'avais pas ça, en fait. Faut savoir qu'à ce moment-là aussi précis, la personne avec qui j'étais en couple travaillait tout le temps, donc je ne voyais jamais cette personne. Donc j'étais seule, donc oui, j'avais le temps de cuisiner 3 heures parce que je n'avais rien à faire de ma vie. Donc voilà, on y revient. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est de se dire qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière le contenu d'un ou d'une créatrice de contenu. Donc tout ça pour revenir un peu à cette question de la cuisine, c'est trop marrant et je suis retombée là-dessus et je me suis dit mais waouh, genre je me suis dit les choses ont tellement évolué positivement, mais à l'époque les gars, maxi trigger warning, là vraiment si vous n'êtes pas à l'aise avec les questions de nourriture parce que je vais parler de comportement alimentaire, je vais parler de poids, voilà passez, je vous mettrai le timestamp pour que vous puissiez aller plus loin. Mais à l'époque, les gars, je faisais du contenu en tant que freelance. Je faisais des studio vlogs où je montrais un peu ma vie en tant qu'artiste. Je montrais des trucs de cuisine et je me suis pris tellement de commentaires sur mon physique. C'était ouf. Aujourd'hui, j'y repense et je trouve ça hyper choquant en fait. Et je me souviens en fait que tu vois la différence entre 2 studio vlogs où effectivement j'ai beaucoup perdu de poids. Et tellement de gens me l'ont mentionné en commentaire en mode « Waouh, Louisa, tu t'es vachement affinée, ça te va trop bien. » Et des fois, j'y repense, je suis en mode « Waouh, mais en fait, je parlais d'auto-entrepreneuriat, ça n'a aucun rapport. » Et surtout qu'à l'époque, et là, pareil, je vais recontextualiser un truc parce que, en fait, vraiment, j'ai envie de parler de ça pour dire que vous ne savez jamais ce qui se passe derrière les gens. Mais à l'époque, je me souviens que j'ai fait un fucking régime. Ouais, on en est là. J'étais tellement mal dans ma peau à cette période de ma vie que j'ai fait un régime horrible, les gars. Genre un truc qui a duré 1 mois. Non, je crois que ça a duré 3 semaines. C'était hypocalorique. Je sais pas comment tu dis ça, mais c'était genre même en dessous des besoins primaires que j'avais besoin pour mon corps. Et ouais, et à côté de ça, les gens ils sont en mode t'es trop belle, Louisa, ça te va vachement bien, tu t'es affinée, trop cool. Sous une vidéo, je parlais de dessin. Donc non, vraiment, faites très 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 attention. Et ce qui m'avait beaucoup marqué aussi à cette époque, c'était la tonne de commentaires sexistes que j'avais pu avoir. Faut savoir qu'à ce moment-là, alors oui, je suis d'accord aujourd'hui avec du recul que je m'exprimais pas spécialement bien. Ce qui est normal, je veux dire, j'ai 23 ans, je me lance en tant que freelance pour la première fois. Je débute aussi les vidéos sur internet. Avant, j'en ai fait des vidéos, mais je n'ai jamais vraiment parlé face à la caméra. Donc forcément, tu sais, j'avais pas cette éloquence que j'ai aujourd'hui, j'avais pas cette aisance. Et j'ai peut-être pas l'air sérieuse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque je regarde mon contenu, je serais peut-être pas le type de personne que je suivrais pour des conseils concrets sur l'auto-entrepreneuriat. Mais c'était assez ouf. Lorsque je parlais de mes difficultés, j'avais sans cesse des commentaires, à chaque fois d'hommes, on y revient. Vraiment, les hommes, vous êtes... Bref,
c'est un autre sujet ça. Mais à chaque fois, j'avais des commentaires de la part d'hommes et c'était extrêmement choquant, d'hommes qui avaient l'âge potentiellement d'être mon père, sur mon physique une fois de plus. J'avais des commentaires horribles à base de... Tu sais, je faisais une vidéo, ma première année en tant qu'auto-entrepreneur, voici les difficultés, j'arrive pas encore à vivre, je sais pas si j'ai des perspectives d'évolution. Et les commentaires, c'est en mode, oh mais c'est pas grave, au pire t'es jolie. Yes. Et une fois de plus, je me dis, est-ce que c'était le type de commentaire qu'un homme aurait eu ? Certainement pas. J'ai eu beaucoup de commentaires sexistes par rapport à ça, par rapport au fait que j'étais pas légitime dans ce que je faisais, par rapport au fait que la solution pour que je puisse gagner de l'argent, c'était de me trouver vraiment. Quelqu'un un jour m'a dit, mais en fait, trouve-toi un mec riche, tout simplement. Et lorsque tu débutes et lorsque déjà tu te fais critiquer par des gens qui sont dans ta sphère d'illustration et qu'en plus de ça, tu as des personnes extérieures qui sont d'ailleurs que des hommes, qui viennent te suggérer des choses pareilles. Je vous avoue que mes débuts sur internet, c'était pas les choses les plus jojo. Et par rapport à des commentaires aussi que j'ai pu avoir à cette époque, j'ai plein de choses à vous dire sur les critiques. J'ai eu forcément des critiques, j'ai eu des commentaires négatifs et je tiens à m'excuser, ce sont mes excuses publiques. J'étais infernale quand je recevais des commentaires négatifs, ou même, c'est pas forcément des commentaires méchants, mais genre juste des gens qui me disaient tiens Louisa, ça je suis pas trop fan, et je répondais avec une telle condescendance et je bloquais la personne et je suis sincèrement désolée. J'étais infernale pendant cette époque de ma vie, vraiment je suis désolée, je m'excuse du fond du cœur. En fait le truc c'est que mes studio vlogs ils sont nés dans un contexte de vie où c'était pas la joie, hein, honnêtement, dans ma vie. J'étais dans un écosystème qui n'était pas du tout sain. J'étais dans un écosystème où je pouvais pas être qui je voulais. En fait, globalement, ma vie, pendant plusieurs années, c'était tous les jours, avoir des réflexions sur, grosso modo, tout ce que je faisais. Et en fait, cette chaîne YouTube est aussi née dans un contexte où j'avais envie de créer une sorte de vie alternative où les choses se passaient bien, en fait. Et lorsqu'il y avait des critiques qui venaient à ce moment-là dans ces vidéos, en fait, pour moi, c'était la fin du monde. Je me disais, c'est pas possible. Je me disais, dans ma vie actuelle, je me prends déjà tellement de critiques au quotidien que non, c'est pas possible dans ce monde que j'ai créé, que ça existe. Et j'étais extrêmement sur la défensive et j'étais infernale, en fait. Et en fait, vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée. Genre là, c'est toutes mes excuses à toutes les personnes qui m'ont suivie à ce moment-là et qui ont eu une réponse hyper salée de ma part. Mais j'avais juste pas l'espace mental pour pouvoir accepter des critiques et je suis sincèrement désolée. Et aujourd'hui, j'ai la maturité et désolée du fond du cœur. Je pense qu'on est un peu revenu ensemble sur mes premiers studio vlogs et je pense que dans la globalité, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Je tiens aussi à rajouter que dans mes premiers studio vlogs, j'avais un vrai discours méritocratique qui pour le coup était vraiment vraiment problématique parce que j'arrêtais pas de dire que si moi j'ai réussi, tout le monde pouvait y arriver. Et ça, effectivement, je l'ai déjà déconstruit dans cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je trouve ça trop intéressant de voir aujourd'hui comment j'ai évolué. Aujourd'hui, j'ai plus du tout le même rapport au travail. Déjà, j'ai plein d'autres choses dans ma vie de tous les jours qui font que mon travail, c'est plus 24 heures de ma vie. J'ai évolué, j'ai gagné en maturité. Aujourd'hui, je fais aussi du contenu où je vais venir questionner des choses, où je vais poser des questions et je m'attends à ce que des gens soient en désaccord avec moi parce que j'ai pas peur de ça et j'ai plus peur de ça. J'ai beaucoup gagné confiance en moi. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé aujourd'hui. D'un point de vue général, je suis trop contente de la manière dont Internet a évolué sur les dernières années dans le milieu de l'illustration. Il y a tellement de studio vlogs aujourd'hui qui existent, il y a tellement d'artistes qui mettent en avant leur travail et c'est trop chouette que les choses aient évolué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment pour revenir sur plein de points, pour vous dire de ne pas hésiter à prendre du recul par rapport à ce que vous consommez sur Internet. Vous ne savez jamais ce qui se cache derrière. Même si les gens sont honnêtes avec vous, j'estime qu'à l'époque, j'étais très honnête. Mais aujourd'hui, avec du recul, je suis en mode, bon, il y avait quand même 2-3 choses un peu à régler. Soyez aussi bienveillants avec vos créateurs de contenu. Si effectivement vous voyez des créateurs de contenu, vous n'aimez pas ce qu'ils font, désabonnez-vous. Moi c'est mon cas, il y a plein de gens dont je n'aime pas du tout le contenu et je me désabonne au lieu de laisser un commentaire. Jamais de commentaire les copains sur le physique, sur la prise ou la perte de poids. Vraiment, ça peut détruire quelqu'un, ne le faites pas. Et d'un point de vue général, je suis trop contente de cette sororité aujourd'hui qui s'est créée dans le milieu de l'illustration. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire partie d'un groupe, là où avant... c'était pas trop le cas. Donc voilà, j'ai un peu tout résumé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aura pu apporter des réflexions. Et je vous dis à très bientôt.